Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série qui va vous expliquer pourquoi la campagne présidentielle sera encore médiocre. Il n'est pas obligatoire de regarder les épisodes dans l'ordre, mais c'est toujours mieux de commencer par le premier qui parlait des candidats. Aujourd'hui, on va parler des sondages. Les sondages ont une influence majeure à toutes les étapes de l'élection. Ça commence dès la présélection des candidats au sein des partis. On va faire plein de sondages pour tester les candidats à la candidature en fonction d'une liste d'adversaires potentiels. Ceux qui obtiendront le meilleur score pourront se prévaloir pendant la primaire d'être les mieux placés pour arriver au second tour, ou bien pour battre bidule ou machin lors de ce second tour. Ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement. Rassemblement de ma famille politique, rassemblement des candidats à la primaire, pour que nous puissions l'emporter. Parce que les sondages dont on parle beaucoup, ils disent que je suis celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui, au second tour, est le seul capable de battre Emmanuel Macron. Les sondages servent aussi d'outils marketing pour les candidats qui vont pouvoir identifier auprès des électeurs si une proposition suscite des angoisses, des incompréhensions ou même de l'intérêt afin de pouvoir y répondre. Bon, normalement, le politicien est quand même censé être un guide qui apporte des analyses, de la réflexion et des propositions, et puis si on est en contact avec les gens, on devrait pas avoir besoin de sondages pour savoir ce qu'ils veulent. De toute façon, tout ça est une vision assez angélique de la chose. Car en effet, les sondages ne servent pas à mieux vendre le discours, bien souvent ils le formatent totalement. C'est l'outil idéal du politicien sans conviction et sans direction. Au gré de l'actualité, le politicard réagira en fonction des enquêtes d'opinion qui lui diront ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, voire même ce qu'il faut être. Une fois élus, nos politiques commandent des centaines de sondages financés par l'argent public. Et certains n'hésitent pas à en abuser. Donc ça c'est le carton d'origine. Ces cartons viennent directement de l'Élysée. À l'intérieur, des dizaines de sondages. Il les a reçus en 2012, après 3 ans de bataille. Il en a fait la demande comme la loi l'y autorise, après un rapport de la Cour des comptes qui l'a intrigué. Tous les paquets, alors là ça y va. Il y en a un bon paquet. Ces paquets, il les a reçus en plusieurs fois. C'est donc tout ça, les sondages de l'Élysée ? 2007, 2008, 2009. Raymond Avrilier n'est pas au bout de ses surprises. Obnubilé par son image de président, Nicolas Sarkozy va sans cesse interroger les Français. Chaque mois, chaque semaine même, il va y avoir les traits d'image présidentielle de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça correspond bien ou mal à l'idée que vous faites d'un président ? La manière dont il reçoit les chefs d'État étrangers, son comportement lors des déplacements à l'étranger, sa capacité à gouverner, la manière dont il s'exprime, sa capacité à incarner l'image de la France. Des sondages comme cela, il va en faire tout au long de son quinquennat. Le président interroge les Français au moindre déplacement. Comme il a la bougeotte, ça en fait beaucoup. Au total, entre 2007 et 2009, l'Élysée a commandé 333 sondages, soit un tous les 3 jours. C'est une conduite des affaires de l'État sous forme d'ivresse sondagière en multipliant les tests en fonction de l'opinion et non pas en fonction de l'intérêt général. Ces sondages révèlent aussi qu'à peine élu en 2007, le président Sarkozy prépare déjà sa campagne électorale de 2012. Et donc, on a Nicolas Sarkozy, Martine Aubry, François Bayrou, Olivier Besancenot, Jean-Marie Le Pen, qui sont candidats en 2012. On est en 2008. Cette boulimie d'enquête d'opinion ne s'arrête pas là. Les Français sont aussi consultés sur sa relation avec Carla Bruni. L'impact perçu de l'annonce de cette liaison sur l'image de Nicolas Sarkozy, payé par nous. Coût de ces questions sur le couple présidentiel, 4 186 €. Une goutte d'eau dans l'océan de sondage du quinquennat Sarkozy. Au total, sur la durée de son mandat, la facture pour les finances publiques s'élève à plus de 6 millions d'euros. Durant toute la campagne, les sondages vont pourrir le débat et effacer les sujets de fond. Tous les candidats qui auront de faibles intentions de vote seront négligés et même méprisés dans les médias. On leur demandera en boucle « Qu'est-ce qu'ils foutent là ?»
Pourquoi ils se retirent pas pour un candidat mieux placé qu'eux dans le même courant politique? Qui est-ce qu'ils vont soutenir après la primaire ou après le premier tour? Vous allez voter Macron ou Le Pen? Ah mais si vous votez Le Pen, vous êtes un facho. Donc vous votez Macron. Et si vous voulez voter Macron, pourquoi vous vous présentez? Qui signe pour vous? Des maires de petites communes? Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, de présidents de Et comment communautés vous de vous communes. présentez à eux? C'est incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est C'est pas du incroyable. tout incroyable. In- Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne, totalement inutile. Et j'ai vraiment que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites, si Alors, vous avez, vous les avez, un hein, numéro de c'est- fakir, le mais c'est secret. incroyable. C'est très Incroyable. simple. Ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière. Oh, on ne l'a pas cru. Hein. Alors. Puis elle s'est produite. La voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion sur les éléments de cette crise. Et pourquoi elle s'est Alors on va produite. vous montrer Lui, l'équipe. comme vous n'avez pas lu mon livre, bien entendu. Ah non, j'ai pas il vient lu. de ça sortir. vous intéressera. Il vient de sortir. Les candidats sont traités comme leurs propositions, qui sont plus souvent combattues à coups de sondages qu'à coups d'arguments. Le temps de parole est saturé de phrases à la con du type « Je suis mieux placé dans les sondages ». Les sondages montrent que les Français n'adhèrent pas à votre discours. Au contraire, la dernière enquête de Bidule montre un fort intérêt des Français pour ce type de proposition et bla 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 bla. Que ce soit dans la bouche des candidats ou dans celle des journalistes, toutes les phrases de ce type sont absolument sans intérêt, en plus d'être l'argument électoral le plus antidémocratique qui soit. C'est une usurpation constante du vote et de la vie des électeurs avant qu'ils aient eu le temps de l'exprimer. C'est d'autant plus grave que les sondages agissent comme des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'elles permettent de donner de la crédibilité et de la légitimité à un candidat ou une proposition, ou au contraire de l'enterrer. Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour et le seul à même de Moi, l'emporter. je ne sais rien. En parlant de Vous dynamisme. savez bien, vous êtes fine Xavier observatrice. Bertrand, en parlant- En fait, il vaut mieux pour un candidat qu'il ait de bons sondages plutôt que de bons arguments. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que Macron a été élu. Il avait beau raconter n'importe quoi, comme il était présenté au début de chaque interview comme un candidat nouveau, jeune, beau, dynamique, intelligent, favori dans les sondages, en progression, il y a une attente populaire, c'est incroyable. Bon bah voilà, immédiatement, ça donne un lustre immérité à sa faconde auprès des dindons qui veulent bien se laisser duper par l'effet de mode. Il n'est donc pas étonnant de voir les politiciens dépenser des fortunes dans les sondages. Selon Philippe de Villiers, c'est même une obligation si on veut être pris en compte par les instituts. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant. À tel point que Jimmy Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages et pendant 3 mois, quoi. Même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc., 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. C'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Comme toutes les entreprises, on devine que les instituts de sondage n'ont pas envie d'offrir des sondages positifs à des candidats qui ne leur ont rien payé, surtout si l'étude est financée par un candidat concurrent qui se trouve être un bon client de l'institut. Ça ferait mauvais genre.
Il y a donc différents conflits d'intérêts de ce côté-là qui donnent à penser que le résultat sera plutôt en faveur de celui qui paye. Mais être le commanditaire du sondage vous apporte aussi un autre avantage, celui de pouvoir choisir les questions et les réponses possibles, et donc d'influencer les résultats. En particulier si vous testez une proposition. En 2017, des journalistes s'étaient amusés à faire une petite expérience pour montrer les écarts énormes qu'on peut obtenir dans les résultats d'un sondage, simplement en jouant sur la formulation des questions. Nos questions font-elles radicalement changer les réponses des Français sur ces sujets ? Marc Dumoulin a lui-même été surpris par certains résultats. Premier thème de notre sondage, les migrants. À la question « Êtes-vous personnellement favorable à l'accueil par la France de milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique ?» Les Français sont contre, à 64%. Dans la deuxième formulation, nous remplaçons les mots « milliers de migrants » par « familles de réfugiés qui fuient la guerre et les massacres dans leur pays d'origine ». L'effet est très impressionnant, à savoir... Là, les Français ne sont plus que 47% à être défavorables à leur accueil. La question ici, qui peut être vue comme traitant d'un même sujet, donne des résultats tout à fait différents par le cadrage du questionnement d'abord et par l'intensité émotionnelle que comporte la question ensuite. Autre thème cher aux Français, la Sécu. À la question « Êtes-vous favorable à la réduction des dépenses de la sécurité sociale parce que son déficit serait trop important, 3,4 milliards d'euros », 47% des Français disent oui. Mais lorsque nous remplaçons la réduction des dépenses par la diminution des remboursements de certains médicaments et de certains soins médicaux pour assainir le déficit, c'est l'inverse. 71% des Français disent non. On a un résultat qui est tout à fait différent. On dit sécurité sociale, soins de santé, il n'est pas question qu'on y touche. Là, les opinions sont vraiment catégoriques à ce niveau. Au final, sur les 5 sujets de société abordés, nous parvenons à faire changer 3 fois l'opinion des Français. Sur les migrants, la Sécu et la réduction du nombre de fonctionnaires. En revanche, sur la légalisation du cannabis et le port du burkini, les Français sont contre dans tous les cas. Notre expérience est donc concluante. La formulation des questions peut bien orienter le résultat d'un sondage. Les sondages n'ont donc que la valeur qu'on veut bien leur donner, et ce serait une grosse bêtise de les confondre avec la réalité. Les problèmes méthodologiques des sondages sont nombreux, il y a des bouquins énormes sur le sujet, et sans en faire toute la liste, je vais au moins vous en citer 3 autres. Alors déjà, sans même trafiquer les questions, les sondeurs peuvent faire dire n'importe quoi à leur sondage, puisqu'ils appliquent tous un redressement aux résultats bruts de leur enquête. En fonction de critères totalement subjectifs, ils vont corriger les résultats du sondage, soi-disant pour mieux coller à la réalité. C'est l'occasion de donner quelques points de plus par ici, d'en enlever un peu là, et pourquoi pas de créer une dynamique chez un candidat qui n'apparaissait pas forcément dans les données brutes. Une dynamique qui sera ensuite largement commentée dans les médias et les réseaux sociaux, parce qu'il est plus facile et rapide d'entraîner les gens à votre suite en s'adressant à leur conformisme plutôt qu'à leur intelligence. Comme on choisit de le faire 160 000 personnes, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je clique. Deuxième problème, les données brutes ne sont pas forcément plus proches de la réalité que le redressement qui en est fait, parce que les sondés aussi peuvent répondre n'importe quoi à un sondage. Le coûteux sondage par téléphone ayant laissé la place au sondage par internet, les internautes sont invités à répondre aux questions en échange d'une petite rémunération ou de points cadeaux à valoir sur divers sites. Un véritable appel d'air aux réponses bâclées ou à la création de faux profils pour recevoir plus de sondages et donc plus de cadeaux. Au téléphone, vous pouvez encore deviner si un sondé se fiche de vous et choisir d'écarter les réponses. Mais par internet, il n'y a aucun moyen de le savoir. Les instituts de sondage sont incapables de déterminer le taux de réponses honnêtes qu'ils reçoivent avec cette méthode, ou bien si le sondé correspondait au profil recherché, histoire d'avoir un panel un minimum représentatif de la population. Donc on ne peut pas savoir quelle est la qualité des réponses. Et enfin, il y a la question de la marge d'erreur du sondage, qui n'est jamais signalée dans les médias, et qui pourtant change radicalement l'interprétation qu'on peut en faire. Par exemple,
Si un candidat est annoncé à 16%, avec une marge d'erreur de 2%, ça veut dire qu'il est dans une fourchette entre 14% et 18%, et qu'il a la même probabilité de faire tous les scores contenus dans cette fourchette. Mettons que son concurrent soit annoncé à 15% dans le même sondage, il est en fait dans une fourchette de 13 à 17. On ne peut donc pas dire que l'un des candidats soit devant l'autre, puisqu'il y a autant de chances que le résultat final soit 18% contre 13 en faveur de l'un, ou 14% contre 17 en faveur de l'autre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Pour résumer, si vous voulez juger de la valeur d'un sondage annoncé dans les médias, il faut savoir au minimum qui l'a financé, quelles questions précises ont été posées, quelles étaient les réponses possibles, quelle était la méthode d'échantillonnage, la méthode de redressement, la méthode de sondage et la marge d'erreur. C'est comme ça qu'il faudrait annoncer tous les sondages dans les médias, mais personne ne le fait, parce que c'est long, parce que c'est chiant, et parce qu'on perd une occasion de commenter la course de petits chevaux. Si deux candidats sont dans la même fourchette pendant des semaines, il se passe rien, mais quand Bidule passe devant Machin, là ça vous occupe des heures d'antenne en conjecture pour expliquer la percée de Bidule dans les sondages. Les sondages sont donc un outil majeur pour crédibiliser un candidat, légitimer une proposition ou créer une dynamique médiatique. C'est d'autant plus important que le score dans les sondages fait partie des critères légaux pour accorder du temps d'antenne à un candidat durant la période d'équité, puis la période d'équité renforcée, puis enfin, c'est chiant. Allez voir cet article si le sujet des temps de parole vous intéresse. Bref, on a beau savoir que les sondages c'est de la merde, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Leur influence est telle que les politiciens et leur entourage finissent par se faire influencer eux-mêmes. À force de répéter qu'ils sont en tête dans les sondages, ils ont envie d'y croire. Gilles Boyer conserve le sens de l'humour. Les sondages ont été omniprésents pendant toute la campagne des primaires, et pour lui, ce ne sont pas que des bons souvenirs. Primaire, Juppé creuse l'écart sur Sarkozy. Ça doit être fin 2015. Et l'autre exemple, un an après, a-t-il déjà gagné ? Ça c'est terrible. Et on est dans un moment où personne n'aime lire ça. D'abord, tout le monde a envie d'un duel, tout le monde a envie d'un match, tout le monde a envie d'un suspense. Donc celui qui a déjà gagné, on l'aime pas. Ou plutôt, on a envie de faire monter le deuxième pour que le duel se réinstalle. Mais il ne s'en méfie pas, bien au contraire. Gilles Boyer se laisse aveugler par ces sondages flatteurs. Ils ont eu une vertu psychologique essentielle, parce qu'ils ont installé pour nous l'idée qu'Alain Juppé était un candidat crédible, solide, en capacité de l'emporter, non seulement à la primaire, mais aussi à la présidentielle. Donc ça nous a servi pour nourrir la campagne durant ces 2 années. Et en même temps, ça a été aussi un poison, parce que ça nous a sans doute empêché de voir un petit peu à l'avance, d'anticiper les fragilités de sa candidature, et on l'a vu à la toute fin lorsque c'était trop tard pour les modifier. Les sondages ne reflètent pas la réalité, c'est juste un outil d'influence et de formatage de l'opinion publique, en plus de polluer constamment les débats. Interdire totalement leur diffusion ou même leur évocation dans les médias assainirait considérablement les campagnes électorales. Les politiciens ne pourraient plus se faire valoir en brandissant une popularité plus ou moins factice, et on ne pourrait plus enterrer un candidat au prétexte qu'il n'est pas assez populaire dans les sondages. Les discussions de fond et les arguments valables pour promouvoir ou critiquer n'en auraient que plus de place, même si ça résoudrait pas tous les problèmes. Si le méchant Poutine voulait vraiment influencer les élections dans nos glorieuses démocraties libérales, il achèterait les instituts de sondage, au lieu de diffuser des conneries sur les réseaux sociaux. Et pour que ce soit plus efficace, ensuite, il pourrait acheter les médias, pour diffuser les sondages et les commenter sous l'angle souhaité. Quoi ? C'est ce que font les riches en France ? Ah bon ? Vous voulez dire que financer un obscur groupe de hackers dans une cave n'est pas la meilleure méthode pour influencer les élections ? Oh comme c'est bizarre. Oh alors ça c'est une surprise. C'est ce qu'on verra au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager, ça participe vraiment au développement de la chaîne. Vous trouverez en description une liste de liens vers des documentaires et des bouquins complémentaires à cette série, et je vous rappelle que vous pouvez financer mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre glorieuse boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine!